Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 32e bistrot d'Allez-le-LOSC, l'émission des supporters de Lille présentée par le site Allez-le-LOSC et les dogs du net. Je crois que Julien avait quelque chose à te dire. Julien, je te laisse la parole. Oui, alors Florent, j'ai remarqué que tu étais né un 2 février, le Oui. même jour que Shakira, dont le dernier tube s'appelle Me Gusta, qui est un hymne à l'amour, mais aussi le même jour que le président Valéry Giscard d'Estaing, qui est connu, entre autres, pour avoir dit « Vous n'avez pas le monopole du cœur ». Alors ce serait donc ça le secret des natifs du 2 février, ce serait l'amour. Et tu aurais donc du cœur plus que les autres, Florent. Alors pour en avoir le cœur net, c'est le cas de le dire, je suis allé vérifier en faisant ton thème astral. Et ce que j'ai découvert, je ne vais pas mentir, m'a vraiment stupéfait. Les natifs du 2 février 1980, vous vous efforcez, quelle que soit la situation, de vous montrer chaleureux, généreux, loyal, honnête, droit et courageux. Vous êtes toujours disponible quand on a besoin de votre aide ou de vos conseils. Tout ça est vrai. Rien que ça. C'est étrange parce que moi, quand j'ai interrogé mes potes à ton propos, le qualificatif qui est revenu, c'était plutôt Florent Balmont, c'est un pitbull. C'était pas vraiment le gentil toutou à sa mémère. Alors, je suis retourné dans ton thème astral et j'ai lu d'autres choses. Vous avez besoin pour vous épanouir de discipline, d'ordre, de méthode, tout en possédant un enthousiasme et un optimisme qui fait de vous quelqu'un qui a la bougeotte et qu'il est très difficile d'arrêter. Un vrai tempérament de dog finalement. Alors après cette petite analyse, je n'avais plus aucun doute. Au LOSC, tu ne pouvais que t'épanouir. La preuve, c'était inscrit dans les astres. Tout est dit. Voilà. Et tout est vrai sur le thème astral. Alors je ne sais pas si ça te ressemble, mais... Oui, mais je confirme, je pense, j'ai l'impression de... Oui, pour moi, c'est ça. Je suis assez généreux. J'essaye de faire plaisir quand je peux. Et puis, c'est pour ça que j'ai autant le LOS, parce que j'ai fait 8 ans où j'ai eu beaucoup d'amour à côté. Et c'est pour ça aussi où j'ai été autant épanoui dans cette équipe et dans ce groupe, ouais. Et dans cette ville aussi. Tu as passé 8 ans à Lille, tu as eu une carrière de 18 ans en pro, et j'ai regardé un petit peu sur ce que j'ai trouvé là. Tu as une seule sélection en équipe de France Espoir. Est-ce que ça représente un regret au vu de ta carrière? Un regret, je ne sais pas. Après, c'est sûr que je l'ai souvent dit. Je pense que j'étais à deux doigts quand j'étais au LOSC, j'avais les présélections avec Laurent Blanc et il y avait Rio et Yo qui étaient. Donc, c'est sûr que j'étais pas très loin, mais je pense que je rentrais pas dans le profil de l'équipe de France, peut-être dans le profil un peu trop hargneux. Mais c'est sûr que j'aurais bien voulu juste y goûter une fois pour savoir vraiment si je pouvais avoir le niveau de l'équipe nationale. On a oublié quand même de revenir sur l'information principale de ce match. L'information essentielle, la seule qui importe, c'est que ça y est, c'est officiel, on est champion. Ils ne peuvent plus nous rattraper. Je veux dire, on est champion des Hauts-de-France, Lens ne peut plus nous rattraper. Pour le titre lui-même, le titre national, on voit que c'est un week-end qui n'a pas été particulièrement prolixe. Clairement, c'est 2 points de perdus sur un match où je trouve que derrière, on a gardé une certaine assise défensive, mais devant, il y a vraiment un peu dans la continuité des matchs précédents, une vraie perte de fluidité dans le jeu. Ce match, déjà, pour revenir un peu sur le point qu'on a pris, pour moi, ce point déjà il vaut cher, parce que j'ai tendance à voir le verre à moitié plein, mais nous sommes encore maîtres de notre destin, on est toujours premier de Ligue 1, et sans ce point, on serait deuxième derrière le PSG. Il y a une superbe équipe de Montpellier, une bonne équipe de Lille. Et d'ailleurs, pour la statistique, le LOSC a d'ailleurs tiré 20 fois au but. Donc, c'est sa deuxième meilleure performance en 2021, derrière les 23 tirs face à Marseille. Donc, c'est un peu triste de voir qu'un seul but dans ce match avec une individualité et un très beau but d'ailleurs de Luis Araujo. On a vraiment perdu 2 points parce que on a dominé le match quasiment tout le temps. Montpellier a été dangereux très peu souvent. Malheureusement, ils ont une bonne attaque. Donc, le peu qu'ils ont été dangereux, ils ont marqué un but. Mais après, le manque de justesse technique devant, c'est assez criant, quoi. Les mauvais choix, les dribbles en trop, les passes mal assurées, qui font que, ou les tirs mal choisis, qui font que on n'est pas une équipe qui respire la sérénité ces derniers temps. C'est assez frustrant parce qu'on se dit qu'on a tout ce qu'il faut au niveau de domination du match pour gagner. Et il nous manque juste un peu de justesse et de précision. C'est vraiment frustrant pour les supporters.
quand même à noter que le gardien finit gardien de l'équipe type de la journée, donc il sort une grosse performance. Et puis c'est toujours particulier de jouer cette équipe de Montpellier, parce que finalement il y a une animation offensive qui est tellement bonne, avec des mecs tellement brillants. Il y a un manque de justesse que je m'explique assez mal dans le dernier geste. Alors Georges disait on va pas faire du nominatif. C'est toujours un peu pareil, hein. On a Iconé qui porte un peu trop le ballon, qui fait facilement le dribble en trop, qui pousse un peu trop, et on perd des ballons assez faciles comme ça, mais il n'y a pas eu que ça non plus. Donc oui, il y a une frustration, mais il y a quand même le plaisir de se dire c'était un match plutôt agréable. On a toujours notre destin en main. Il y a 5 finales. Si on gagne les 5 finales, on va au bout, on est champion. Et pas que des Hauts-de-France. Rien de tout ça. Je pense qu'on n'a pas été mauvais la semaine dernière dans l'analyse à l'avant-match. On en a parlé longuement la semaine dernière. Je pense qu'on était assez proche de voir le match qu'on avait analysé, en fait. On s'attendait à des choses offensives de la part de Montpellier. On avait évoqué leur milieu de terrain qui a été très très bon, je crois. En tout cas, je l'ai trouvé très bon. Après, de notre côté, on est brouillon, on a du mal dans les transitions, dans le jeu offensif, c'est compliqué comme depuis les 3-4 derniers mois. Donc, frustré, non. Finalement, pas surpris non plus. Voilà, c'est la fin de saison qui arrive. On a connu ça, nous, en 2011. La tension commence à arriver, les points sont chers à chaque match. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils reviennent au score aussi sur la fin. Donc l'état d'esprit est là, donc ça c'est le plus important. Tu fais le parallèle avec le LOSC de 2011, tu trouves beaucoup de points communs entre les deux équipes. Alors notamment, il y a un parallèle qui se fait souvent entre toi et André, Benjamin André, dans cette année. On dit même en plaisantant que s'il se rasait la tête, ce serait ton jumeau parfait. Qu'est-ce que tu penses de ce joueur et justement de ce milieu de terrain lillois version 2021 ? C'est un très bon joueur. C'est vrai que nous déjà on se rencontrait déjà quand on était, moi j'étais avec Lille et lui il était avec Rennes, où il y avait déjà des bons combats sur le terrain, parce que c'est un gars qui lâche rien, mais un très bon joueur aussi. Et je trouve que ça a été une très bonne recrue quand il est arrivé à Lille. Il fait du très bon boulot. Après, ce que j'aime aussi, je l'ai écouté après le match de Paris, beaucoup d'humilité, pas parler de titre. Ça, je trouve que ça c'est bien. Ça montre aussi l'expérience de ce joueur-là, qui en a beaucoup et qui entre guillemets, c'est un travailleur de l'ombre. Une déclaration fracassante des 12 plus gros clubs de football internationaux qui proposent de créer une compétition concurrente à la Champions League, donc la Super League. Alors, juste avant de décrire le projet, il y a une dernière info du groupe Talksport, donc une info assez bonne, une source bonne qui informerait que les 12 clubs engagés dans la compète vont se réunir ce soir pour discuter d'une éventuelle dissolution. Donc, tu viens de nous pourrir le sujet, Baptiste. C'est ça. Et le principe, donc, ce serait de booster les droits TV grâce à de gros matchs chaque semaine. Le projet aurait dû normalement donc commencer en 2024, et donc ce sujet fait grand débat dans le monde du sport, puisque même les chefs de l'État et les plus grands footballeurs s'en mêlent et s'y opposent fermement. Est-ce que c'est du bluff, pas du bluff ? Je ne sais pas si c'est du bluff, dans le sens où les clubs qui ont lancé ça sont obligés de faire quelque chose. Parmi les 12, tu en as 6 qui sont endettés à plus de 300 millions d'euros. Donc les gars, de toute façon, ils doivent faire quelque chose pour s'en sortir. Ça fait très longtemps qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens. Au final, certainement que c'est du bluff et que c'est une façon de renégocier avec l'UEFA qui trouve trop mou. Mais ces clubs-là, simplement, ils ont montré que le supporter n'avait pas d'importance. Moi, c'est vraiment ça que j'ai compris. En revanche, le fan, donc le mec qui peut habiter à Shanghai, à New Delhi, lui, il a de l'importance, parce que lui, pour le coup, on parle de centaines de millions, voire de milliards d'individus, donc tu multiplies ça en euros, hein, et c'est à ces gens-là que ces mecs-là ont envie de parler, parce que pour eux, c'est la seule façon de s'en sortir, et donc ils s'assoient sur nous. On n'a plus d'importance. Je ne peux pas résister au fait de vous lire des extraits de la déclaration de Florentino Pérez, le président du Real de Madrid. La pandémie nous a donné le coup final pour lancer ce tournoi. Nos revenus ont diminué de 300 millions d'euros. Alors là, on touche dans le sublime après. La Super League n'est pas une ligue pour les riches. C'est une ligue pour sauver le football basée sur la solidarité. Nous ne laisserons pas le football disparaître. En fait, il nous fait le coup du ruissellement. Si vous gagnez la Ligue des Champions, vous recevez 120 à 130 millions de l'UEFA. Mais avec la Super League, nous gagnerons beaucoup plus. Le vous, le nous. Ça vous choque pas ? Moi, ça m'a choqué. C'est vrai que le foot pro
moderne, Julien l'a un peu abordé, mais c'est un peu la rencontre de deux mondes. C'est un business rentable, un business où il y a beaucoup d'investissements, et nous, en tant que supporters, on peut en avoir besoin, je peux l'entendre, mais c'est aussi un bien commun, club de foot. C'est un truc qui nous appartient à tous. Si on est réunis ici aujourd'hui avec un joueur emblématique, c'est parce qu'on a une identité, on appartient à un monde. Alors Arnaud me demandait, tiens, justement, puisque la semaine dernière, j'avais fait référence à Dupont de Ligonnès, la semaine d'avant, on avait parlé d'Émile Louis, quel serial killer j'allais citer? Il y en a 12 qui me viennent en tête. Florentino Pérez, Laporta, Cerezo, Agnelli, Zang, voilà, ils sont 12. Ils sont 12 en train d'essayer de tuer ce bien commun. Moi, je suis désolé, mais depuis 20 ans, la Ligue des Champions, elle me fait chier. Elle me fait chier parce que chaque année, j'ai les mêmes affiches au même moment. Alors oui, il y a du spectacle, mais il n'y a plus d'émotion. Et je trouve que moi, dans le bien commun, il y a des clubs qu'on oublie. Il y a des clubs qui appartiennent à l'Europe qui, pour moi, sont aussi nobles que le Real, que l'Inter, que Tottenham. Je pense à la Split, je pense à l'Étoile Rouge de Belgrade, je pense à Porto, je pense à Benfica, l'Ajax, le PSV, Anderlecht. C'est des grands noms d'Europe. Et ces clubs-là, aujourd'hui, on va leur dire un peu plus, non, vous n'avez pas votre place parce qu'on est dans notre entre-nous. Moi, le spectacle, pour le spectacle, je m'en fous. Si c'est pour avoir des stades pleins, en effet, de touristes japonais, d'oligarques russes, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux voir, je revendique aussi le droit de ces petits matchs, le droit aux purges. On peut avoir des purges. C'est important d'avoir des 0-0 un peu pourris. Ça remet en relief le match fabuleux qu'on va avoir derrière. Moi, la Ligue des Champions, ça me faisait vibrer quand j'étais gamin. J'espérais une fois la jouer. J'ai pu la jouer avec le LOSC. Je me rappelle, j'ai un souvenir où mon premier match avec le LOSC en Ligue des Champions, j'avais les frissons. J'étais à deux doigts de pleurer quand j'entendais l'hymne. Parce qu'on s'était battu toute l'année pour être en Ligue des Champions et que tout le monde monte au créneau. Donc ça, c'est important aussi que toutes les personnes importantes se montrent pour empêcher tout ça. Parce que pour la mort de cette Ligue des Champions, la mort des supporters, de tout ça, de voir ce club arriver en Ligue des Champions et d'avoir l'opportunité de la jouer. Donc voilà, moi je le comprends tout à fait, et si je pouvais le dire aussi haut et fort, je le dirais sans problème. JP Morgan n'a pas tardé à répondre. La banque d'affaires américaine a annoncé lundi qu'elle allait financer cette Super League à hauteur de 4 à 6 milliards. Je dis c'est bon, le LOSC est tranquille, on peut rembourser bien tardivement. S'il est prêt à investir 4 à 6 milliards, il peut les mettre au LOSC s'il veut. Ça peut être beaucoup plus simple que ça en tant que prêteur principal du LOSC, qui peuvent imposer le LOSC dans les 5 invités. Et en une saison, avec les recettes de la Super League, on aura remboursé notre passif. C'est un meilleur scénario. Moi, déjà, je m'attends à un grand match, je pense, avec deux équipes qui, certes, en ce moment, ne brillent pas beaucoup, mais qui gagnent avec certaines individualités. Donc, il y a Bouraki Yilmaz d'un côté, il y a Depay de l'autre. On peut un peu comparer les joueurs. Et je me dis que nous sommes la bête noire façon de Lyon, et qu'en aucun cas nous perdrons ce match, surtout que nous sommes à l'extérieur et en dehors du stade Pierre-Mauroy, on a un supplément d'âme. Non, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à exemple, leur milieu de terrain qui est quand même assez bon, même si j'aime pas du tout Paqueta, il est quand même fort quand même. Non, mais il faut vraiment qu'on empêche de jouer au milieu de terrain, un peu ce qu'on a fait à Paris, et qu'on soit efficace tout de suite. Et puis, on n'a jamais perdu le Groupama Stadium. J'espère que ça va continuer et qu'on gagnera même de justesse. Ça me va très bien. Un peu à l'image de Montpellier, je crains un peu leur milieu de terrain et puis leur ligne d'attaque. Après, plus de justesse dans le jeu et un match sérieux comme on a pu le faire à Monaco. Et voilà, au moins garder cet écart contre Lyon. Et après, Paris, on verra bien, mais au moins les garder à distance. Mais on sent que c'est pas. J'ai vu le match contre Nantes, la deuxième mi-temps est vraiment poussive, et je pense que s'il n'y a pas un tel manque de réalisme chez les Nantais, ils peuvent repartir avec au moins un point sans que ce soit un hold-up. J'ai l'impression que c'est une équipe qui est quand même assez inconstante. C'est sans doute. D'ailleurs, comme Paris, on l'a vu contre Saint-Etienne, à part Monaco, j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est un peu compliqué pour tout le monde. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire un coup là-bas, mais je pense qu'il faudra vraiment qu'on retrouve un vrai niveau. Et j'espère un Sanchez en jambes et inspiré. Je ne sais pas où ça en est, quoi. Et puis Lille aussi va sûrement se servir, et Galtier va sûrement se servir du match de Paris pour faire exactement pareil au niveau de la densité, au niveau du milieu de terrain, et vraiment d'être compact et de pouvoir partir en compte, parce que je pense que le jeu de Lille, il est un peu ça, d'être vraiment costaud, et ça part très très vite devant. C'est ce qui a fait la force contre Paris. Maintenant, Lyon, je ne sais pas pourquoi, je les sens
Je les sens, même s'ils sont en difficulté, ils prennent quand même des points. Et des fois, dans cette position-là, d'être 4e à chaque fois et de revenir un peu sur... Parce c'est vrai que là, on les avait souvent enterrés rapidement. Et là, ils sont, pour eux, c'est peut-être un espoir d'espérer quelque chose d'autre ce week-end. J'ai un premier souvenir, alors, ça a été sans doute un souvenir pas très sympa pour toi, mais je me souviens d'un match contre Valenciennes où la veille, tu avais été victime d'un fait divers assez sérieux. Et nous, on avait été estomaqués parce que c'était moins de 24 heures après, donc tu t'étais fait homejacker, je pense que c'est ça. Et on t'a vu sur le terrain contre Valenciennes. Mais c'était à se rendre compte de rien. Tu étais dans ta plénitude totalement dans le match. C'était absolument incroyable. L'anecdote sur Valenciennes, oui. J'ai des souvenirs où je l'avais fait à 5h du matin. Il y avait le match. Je me rappelle, Rudy Garcia m'avait demandé si je voulais jouer le match. J'ai dit non, il faut que je joue pour évacuer tout ça. Et comment as-tu ressenti la fin de ton aventure au LOSC? Parce que c'est vrai que nous, supporters, on aurait aimé que tu finisses ta carrière là, que tu ailles au bout. Là, j'ai une grosse déception. Et je ne l'ai jamais trop exprimé. J'ai été énormément déçu de la façon dont ça s'est fait sur la fin. Même si j'ai des respects par rapport à M. Antonetti. C'était pas du tout prévu que je parte. C'était prévu que je reste au club. Sauf que pendant les vacances d'été, ou juste après, on m'a fait comprendre que j'étais plus du tout le bienvenu au club. Donc à partir de là, connaissant mon caractère et mon tempérament, quand on me dit t'es plus bienvenu au club, quand le directeur sportif me dit nous on a envie que tu restes, mais l'entraîneur ne veut plus. Bon voilà. Mais le problème c'est que c'était déjà trop tard et j'aurais su ça avant. J'aurais pu faire entre guillemets mes adieux au stade. J'aurais fait venir tout le monde et que j'aurais eu un accueil que j'avais envie d'avoir avec 8 ans au club. Moi, c'est plus cette déception que j'avais eu. Là, j'en avais gros sur la patate, comme on dit, et heureusement que j'avais joué avec Dijon rapidement et que j'avais eu un bel match derrière. J'ai été marqué sur ce côté-là parce que c'était pas du tout prévu. Moi, si je vous le dis. Quand j'ai annoncé, mes 3 enfants pleuraient et ma femme pleurait. Voilà, je vous le dis tout simplement. Donc, pour prendre la décision de partir à Dijon, même si j'avais envie, c'était un super projet, c'était une décision pas facile à prendre parce que personne ne voulait pas. Et même moi, mais sauf quand un entraîneur me dit tu fais plus partie, tu seras plus dans le groupe. Bon, à partir de là, il faut savoir être compétiteur et dire non, je pars. Mais oui, j'avais été déçu parce que j'aurais vraiment voulu rester. Fin de saison, ma fin de carrière à Lille. Après, j'ai connu des super moments à Dijon et je remercie encore le club de Dijon parce que j'ai pu vivre 4 ans de plus en Ligue 1 et j'ai vécu des moments sensationnels aussi. Je pense qu'il y avait quelques antécédents à Nice. Donc, je pense qu'il a dû rester sur ça. Il avait une crainte sur le côté où... après, voilà, on s'assagit sur la fin où je pense qu'il avait peur que si je ne jouais pas, que je puisse, entre guillemets, foutre le bordel dans un vestiaire. Mais moi, ça n'a jamais été ça. Les mauvaises langues disent qu'il t'avait confondu avec Benjamin Pavard. Mais je voulais te remercier, Florent, pour ta disponibilité, pour ta présence avec nous ce soir. Donc, merci. Je voulais vous remercier, c'était sympa. C'est vrai que moi, j'aime bien quand c'est des ambiances un peu sympas où on discute, tout le monde échange. Et c'était très bien.